Yorana Itatu et Maeva. Ce qui veut dire en français bonjour à tous et bienvenue. Je suis heureux d'abord de voir du monde dans cette salle et merci d'être là. Avant de commencer notre petit speech avec Frédéric Dock et vous le présenter, je voudrais donc que notre député allemand qui est à ma droite, Markus Borg, nous dise quelques mots. Voilà, merci Eric. Je me permets de parler en anglais si ça va, on a une traduction aujourd'hui. Oui, il y a la traduction tchèque, française et anglaise. Voilà, pas en tchèque mais en anglais alors. So good afternoon to everyone. I'm very delighted to see so many people here today with us. I know that this is nothing out of the ordinary because, well, we have a lot of events, we have a lot of interesting presentations, but I do believe that today's presentation is particularly interesting because, as you all might know, we of the political right wing of the patriotic parties united here in Strasbourg and in Brussels of our group, we are often accused of being anti-modern when it comes to technical developments, especially when it comes to the energy sector. And I do believe, and I'm very happy that we have this presentation today, because I do believe that we can show today that we are open to new developments and we are also open to an energy mix and not only focused on nuclear energy as we are so often accused of. So it's my great honor to, dear Eric, thanks a lot for the invitation, first of all, today. Frédéric Dock, I'm very interested to hear your words. Then today, even you were not introduced so far, even David, good afternoon as well. And Jack Madison, I might talk for him. He's still at the presentation right now. He might arrive in about 10 minutes. So thanks a lot to everyone, and let's see what the afternoon brings. Nous sommes donc rencontrés, Frédéric Dock et moi-même, lors de l'installation de capteurs solaires sur l'hôpital de Tahiti, il y a maintenant de nombreuses années. Aujourd'hui, Frédéric Dock, qui est ingénieur énergétique, directeur général des sociétés Cegelec et Vinci en Polynésie française, mais il est aussi président du MEDEF en Polynésie. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je dois le dire, c'est un ami de longue date. Et nous travaillons donc avec mes sociétés de construction, avec Cegelec, car nous avons été par exemple le premier, nous avons construit ensemble les premières structures frigorifiques qui ont permis d'exporter le poisson polynésien au Japon. Jusque-là, le Japon ne voulait pas de notre poisson parce qu'il n'était pas dans les normes sanitaires. Et donc, nous avons mis en place avec Cegelec les structures qui ont permis aujourd'hui de vendre du poisson aux Japonais, par exemple. Cegelec est une des plus grosses sociétés du territoire et emploie des centaines de techniciens et ouvriers. Je laisserai Frédéric en parler d'ailleurs. Je pense ne pas me tromper en disant que grâce à Frédéric, la Polynésie est leader mondial dans la construction de SWAC. Le SWAC, c'est une technique que Frédéric vous expliquera bien, qui nous permet d'avoir de l'eau climatisée dans les hôtels, dans les hôpitaux, à peu de coût. C'est de l'eau de mer qui est à 3 degrés à peu près, que l'on fait monter en thermosiphon, qui passe sur des plaques en titane. Et derrière cette eau de mer, il y a de l'eau douce qui va donc approvisionner des circulateurs et des refroidisseurs donc, dans les chambres d'hôtel et dans les hôpitaux. Mais il vous l'expliquera mieux donc, grâce au slide qui est là. Je ne pense pas me tromper donc, en disant que Frédéric et la Polynésie est leader mondial avec Cegelec donc, pour la construction de SWAC, mais principalement l'hôpital du Taoné. L'hôpital du Taoné, c'est l'hôpital Jacques Chirac aussi d'ailleurs, puisque notre président d'époque, Gaston Floss, était très ami avec Jacques Chirac. Et donc, il a appelé cet hôpital Jacques Chirac. Mais il y a eu des hôtels, et notamment l'hôtel Le Brando. Pour ceux qui connaissent Marlon de Brando, c'est un hôtel qui se trouve donc sur un atoll qui s'appelle Tetiaroa. Pour ceux qui ont des gros moyens, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, on va voir une des photos sur le slide de Tetiaroa. Et c'est un atoll qui, aujourd'hui, bénéficie de capteurs solaires sur la piste d'aviation. Il y a 4 hectares de capteurs solaires. Il y a un SWAC, il y a donc pratiquement, il est autonome. Mais au-delà donc des installations très pointues, Cegelec Vinci travaille également sur des programmes tels que l'ETM, l'énergie thermique des mers. Il vous l'expliquera bien donc lorsqu'il prendra la parole, et l'hydrogène. Car dans nos régions ultramarines, ces techniques peuvent être appliquées avec un très bon rendement. Il faut savoir que sur l'ETM, on peut avoir des rendements de l'ordre de 5 à 9 mégawatts, ce qui est important pour des petites îles comme les nôtres. Député européen du groupe Identité et Démocratie, je travaille en collaboration avec Ifremer, des professeurs d'université, mais aussi bien entendu avec les divers gouvernements polynésiens, qu'ils soient de droite ou de gauche, je travaille avec eux
parce qu'aujourd'hui, même si c'est un gouvernement dit indépendantiste, le président, qui est un rugbyman, qui est un gars que je connais depuis longtemps, me reçoit et m'accueille avec d'ailleurs Frédéric, car nous sommes des leaders en tant que chef d'entreprise dans ces régions-là. Ce que j'aimerais depuis des années, c'est créer une branche, une université de la mer, internationale de la mer, dans la partie université de Polynésie française. C'est-à-dire que des collégiens, en passant par les lycéens, on pourrait les amener ensuite dans cette faculté que nous avons déjà en Polynésie française, qui permettrait d'étudier tout ce qui vient de ce fabuleux océan que l'on appelle, que les marines et nous appelons l'or bleu. Nous essayons de regrouper toutes ces forces vives pour ce projet, car lorsqu'on parle d'université internationale de la mer, on parle bien sûr d'énergie, grâce donc à cet océan, mais aussi de toutes les ressources provenant de la biodiversité marine, les algues par exemple, également la pêche, ainsi que tous les produits de la mer que l'on pourrait exporter. Et avec Ifremer, d'ailleurs, il y a des études qui sont faites, qui sont incroyables sur les crevettes, qui permettront donc à terme de nourrir pratiquement notre population grâce à tout ce qui sort de la mer. Mais on ne l'utilise pas assez actuellement. Nous devons préparer la formation de nos collégiens et lycéens, comme je viens de vous le dire. Il faut rappeler que la France est la deuxième puissance maritime mondiale, derrière les États-Unis, et la Polynésie française représente à elle seule plus de 5 millions de kilomètres carrés. Les 27 pays de l'Union européenne représentent à peu près 4 300 000 kilomètres carrés. Donc on pourrait prendre les 27 pays, les mettre dans l'Union européenne et on ne toucherait pas le tour. Il nous reste encore 1 million pratiquement de kilomètres carrés tout autour. La Polynésie française, c'est 5 archipels, 118 îles. Vous pouvez partir de Budapest, si on reprenait donc à l'échelle l'Union européenne, vous pourriez partir de Budapest et aller jusqu'à Lisbonne et être toujours en Polynésie française. Voilà ce que... Alors je ne vous dis pas pour les élections, comme les galères que nous rencontrons, parce que les avions, les bateaux... Bon. Donc le domaine de l'énergie, pour moi, et je vais en terminer, ne doit pas être laissé entre les seules mains des écologistes. Car aujourd'hui, ayant souvent discuté avec certains d'entre eux, je peux vous dire qu'à part faire une communication permanente, techniquement, ils sont plus que moyens. Ils ne comprennent rien à l'ETM, ils ne comprennent rien au nucléaire, bien sûr. Ils ne comprennent pas grand-chose, disons, à toutes ces énergies nouvelles. Et donc, le groupe Identité et Démocratie doit prendre le pas sur ces sujets primordiaux pour l'avenir, et ne doit pas laisser cette thématique aux écolo-terroristes et à l'extrême gauche. Mais je laisse la parole à Frédéric Doc, qui va vous parler de toutes ces énergies. Merci Eric. Merci à vous tous d'être là aussi nombreux. D'abord un mot de plus qu'un merci, un remerciement à Eric que je connais, comme il l'a dit, depuis 35 ans et qui, avant d'être député européen, oui, on ne fait pas notre âge, je sais, avant d'être député européen, était surtout un entrepreneur connu en Polynésie, entrepreneur de l'année, hein, je ne sais plus quelle année sur les 35, mais... en 2000, mais aussi quelqu'un de connu en Polynésie pour ses valeurs universelles, pour la défense de la Polynésie et aujourd'hui, à plus grande échelle, on va en parler aujourd'hui, pour les territoires ultramarins, dont je parlerai de France, mais aussi qui puissent se comparer, en tout cas la situation puisse être comparable à l'ensemble des territoires ultramarins aujourd'hui, on va dire, de la communauté européenne. J'interviens aujourd'hui en tant que président du MEDEF Polynésie. Pourquoi président du MEDEF? Alors, comme l'a dit Eric, parce que la transition énergétique, c'est un sujet bien sûr politique, hein, vous le savez bien. C'est votre sujet, mais c'est aussi un sujet, et c'est avant tout un sujet d'entrepreneur. Parce que pour la faire, cette transition énergétique, il faut des entreprises, il faut des investissements, il faut du courage aussi, il faut des hommes. Et c'est là qu'intervient le MEDEF, ces entreprises, et évidemment, y compris celle que j'ai la chance de diriger en Polynésie, qui fait partie aujourd'hui de ceux qui ont les expériences, tu l'as dit, les plus poussées dans la technologie du SWAC dont on va parler maintenant. Voilà, donc la transition énergétique, c'est un vaste sujet et on va faire aujourd'hui un focus sur
une des parties, en tout cas une des solutions qui permet d'y répondre de la manière la plus efficace possible. Alors, on va passer à la slide suivante. Voilà. Alors, un point important sur les enjeux. Les enjeux aujourd'hui, c'est de rappeler que dans ces territoires, alors encore une fois, c'est totalement vrai pour les territoires français d'outre-mer, comme on les appelle aujourd'hui, mais c'est souvent le cas dans l'ensemble des îles, c'est que la dépendance aux hydrocarbures est énorme. Elle est énorme. Elle est faite de deux choses. Elle est faite de la production d'électricité, ce qu'on appelle le mix électrique, et puis de l'autre côté, sur le transport. Alors le transport qui fait souvent à peu près la moitié de la consommation d'hydrocarbures, eh ben, vous connaissez les enjeux, c'est potentiellement de la transformer en véhicule ou en flotte de nature électrique. Mais sur la partie production d'électricité, ben, il s'avère qu'une grande partie des Outre-mer aujourd'hui sont et continuent à être l'électricité continue à être fabriquée avec du gasoil. Ce qui fait, dans un exemple avec un chiffre précis pour la Polynésie française, la dépendance globale de la Polynésie française aux hydrocarbures est de presque 94%. Ce qui paraît totalement fou quand on voit un pays qui est arrosé de soleil, et puis Eric l'a rappelé, qui est entouré d'océans. Et donc ça, c'est le premier enjeu. C'est bien sûr cette transition énergétique, mais c'est avant tout de s'émanciper, de ne plus être dépendant des hydrocarbures quand on voit évidemment les fluctuations aujourd'hui vers le haut, puisqu'on n'est pas loin de 100, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais on n'est pas loin de $100 le baril. Mais en tout cas, on est certain d'une chose, c'est que le prix il sera toujours modelé en fonction on va dire des gens qui en ont le contrôle, vous connaissez parfaitement le sujet, mais aussi tout simplement de la rareté et qui, à un moment donné, contraindra évidemment les pays à en limiter l'usage ou en tout cas à l'acheter très cher. Donc, pour les îles, c'est un enjeu fondamental. Et d'ailleurs, beaucoup plus important que pour la métropole, puisque vous savez tous qu'en métropole, avec le nucléaire, on arrive évidemment à produire 70%, quand les centrales ne sont pas en panne, nucléaire, 70% du mix électrique français, alors qu'en Polynésie, par exemple, on est sur l'île de Tahiti à une quarantaine de pourcents de renouvelables, voire sur l'ensemble de la Polynésie, si on inclut tous les îles, une trentaine de pourcents avec de l'hydroélectricité et du solaire, ce qui est relativement faible. Encore une fois, quand je parlais de 93%, je parle y compris le transport. Quand je parle d'électricité et que je dis 30%, c'est uniquement sur le mix électrique. Voilà. Donc, l'enjeu, bien sûr, de la transition, l'enjeu de l'éloignement, et avec, en termes de besoins, alors différents que ce que vous pouvez avoir à Strasbourg ou dans les autres régions de France. Chez nous, c'est pas trop le chauffage, c'est évidemment l'air conditionné, la climatisation, comme on l'appelle, qui est primordiale, puisque sur une île comme Tahiti, qui fait un peu moins de 200 000 habitants, pour donner l'échelle, la consommation, en tout cas la quantité d'énergie nécessaire à la climatisation représente la moitié quasiment de la consommation électrique aujourd'hui, entre 40 et 50%, ce qui est énorme. Alors c'est des ratios même supérieurs à ce que vous avez vous en chauffage en métropole, puisque en métropole c'est un peu inférieur parce qu'il y a aussi l'industrie, etc. On a beaucoup moins d'industrie, mais en tout cas en Polynésie, l'enjeu climatisation, Eric donnait quelques exemples, les hôtels, l'hôpital, mais tous les bâtiments administratifs, tous nos bureaux. Et beaucoup de particuliers ont besoin de se climatiser. Et donc, cette part de consommation est importante. Et quand elle est fabriquée, en tout cas quand elle est produite par de l'électricité qui elle-même n'est pas décarbonée, vous imaginez bien l'impact que ça peut avoir. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la slide suivante. Alors, comment fait-on du froid, de la climatisation dans les tropiques ? On le fait avec des machines que vous connaissez. Ce sont des groupes frigorifiques sous toutes les formes possibles, du plus petit du split system jusqu'à la centrale. Mais en tout cas, tous ces systèmes-là fonctionnent sur le même principe. Vous avez un petit dessin qui vous le rappelle, c'est votre réfrigérateur que vous avez à la maison à l'envers, ou c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les pompes à chaleur, puisque c'est évidemment d'actualité. Sauf que la pompe à chaleur, elle fait du chaud sur un des côtés de l'échangeur, et que le réfrigérateur, il fait du froid sur l'autre. En tout cas, le système frigorifique est le même. Il consiste à avoir un circuit frigorifique avec un gaz.
un gaz qui, même s'ils l'ont fait améliorer, s'est amélioré au fil des années, a un potentiel de réchauffement global extrêmement important. On le voit, 4000 fois plus dangereux que le CO2, c'est-à-dire le gaz qu'il y a aujourd'hui dans nos installations frigorifiques, industrielles et commerciales, mais aussi domestiques, est extrêmement impactant pour l'atmosphère et donc de nature à augmenter le réchauffement qu'on essaie justement de combattre. Donc les fameux 1,5 devenus aujourd'hui 2 degrés à limiter absolument. D'ailleurs, je voyais en arrivant, il y a des belles affiches qui rappelaient les objectifs de neutralité carbone en 2050. Et donc, on est aujourd'hui dans ce travail collectif, évidemment, pour y arriver. Donc, ces machines, elles sont à la fois, on va dire, potentiellement dangereuses pour le réchauffement climatique, mais elles consomment aussi de l'énergie électrique. Et aujourd'hui, pour avoir cet ordre de grandeur en tête, pour faire du froid, qu'on compte aussi en kilowatts, comme pour l'électricité, il en faut 1 kWh d'électrique pour faire 3 kW de froid. Alors, c'est important d'avoir cet ordre de grandeur parce que quand on va parler du SWAC, vous verrez qu'on est effectivement plus du tout sur les mêmes proportions. Donc voilà la situation aujourd'hui. Slide suivante. Et donc le SWAC. Donc le SWAC, c'est en anglais, ça veut dire Sea Water Air Conditioning. Donc c'est l'air conditionné de l'eau de mer. Alors ils ont mis un terme, on n'a pas de terme français, mais un terme anglais. Et donc des gens ont imaginé, il y a des dizaines d'années, un système qu'on va décrire un peu plus loin. Alors on commence par cette photo là, c'est pour faire honneur à ce que disait Eric à l'instant. Ça c'est l'atoll de Tetiaroa, donc qui est une propriété du consortium Brando, Marlon Brando, qui est aujourd'hui un hôtel de luxe. Alors, qui a été d'ailleurs financé en partie, on peut le dire, par la défiscalisation, ce qui fait que si à un moment donné vous avez à réagir sur la défiscalisation nationale qui elle-même est contrôlée par l'Europe, il faudra évidemment continuer à la soutenir parce qu'un hôtel comme ça, il faut, pour vous donner quelques ordres de grandeur, c'est intéressant, il y a 47 clés. Alors on parle en clés dans les hôtels, c'est pas des chambres puisque c'est plutôt des villas. Donc un peu moins de 50 clés. L'investissement global de l'opération, c'est 150 millions d'euros. Donc ça vous donne une idée, je vous laisse faire la division, donc ça fait cher. Et surtout, ce qui s'était promis, en tout cas ce que l'investisseur avait promis à Marlon Brando, c'est de faire un hôtel à très faible émission carbone. Il était déjà en avance sur notre temps. Et ils sont allés extrêmement loin, puisqu'ils ont mis, il a dit tout à l'heure, bien sûr, du photovoltaïque pour certains usages électriques. Voilà, ils ont mis tous les équipements en termes de performance énergétique possibles et imaginables. Je fais aussi, je le précise, que la transition énergétique, elle passe déjà par mettre des systèmes performants. Ça, vous l'avez tous compris. Et à tel point que quand on voit aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir des ordres de grandeur. En métropole, quand on dit que à 2030, à 2040, on aura besoin de 50% d'électricité en plus, c'est en comptant sur 30% d'économie avant. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas, on n'arrivera jamais à assurer le besoin d'électricité s'il n'y a pas eu de forte réduction de consommation avant. Et la réduction de consommation, elle se fait de deux manières, soit par l'efficacité des systèmes, c'est-à-dire des machines qui ont de meilleurs rendements, qui consomment moins, soit par la sobriété, c'est-à-dire il faut consommer moins, c'est-à-dire en climatisation, augmenter la température et en chauffage, la baisser. Donc voilà, tout ça pour dire que cet atoll, il a été exemplaire avant l'heure et ils ont construit, alors c'est ce qui est intéressant sur cette image, ils ont construit un SWAC. Et un SWAC, c'est quoi on en voit déjà le début, c'est une canalisation qui va plonger dans le grand bleu devant vous. Alors, vous voyez une tranchée, on va dire, une saignée dans le corail, sur le platier, on appelle ça, qui cache deux canalisations. Une qui traverse le platier et qui va descendre jusqu'à environ 1000 mètres de profondeur. Et une autre qui va servir à renvoyer l'eau qui aura été pompée à ces 1000 mètres de profondeur. Alors pourquoi 1000 mètres de profondeur? C'est parce qu'il y a une couche à ces profondeurs d'eau, il a dit tout à l'heure, aujourd'hui autour de 4 degrés, entre 4 et 5 degrés, qui est extrêmement stable et qui reste à un niveau de température qui va pouvoir être utilisé directement
directement dans des systèmes de climatisation. On va en parler tout de suite. Et donc, ça consiste en quoi? Donc, c'est des ouvrages maritimes importants, hein, parce que mettre une canalisation à 1000 mètres de profondeur, c'est compliqué. En fait, elle est larguée, tout simplement. Il y a des bateaux, hein, qu'on devine sur la photo, qui posent le tuyau sur sa longueur et ensuite qui le larguent avec des poids. Et derrière, il y a des ROV, des mini sous-marins qui vont vérifier qu'il est tombé au bon endroit. Et s'il n'est pas tombé au bon endroit, il faut tout recommencer. Donc, une canalisation, donc ça, c'est quelque chose de relativement simple. Et cette canalisation, elle va être branchée à terre sur des échangeurs. Alors, des échangeurs, évidemment, qui tiennent l'eau de mer d'un côté. Et de l'autre côté de l'échangeur, on le verra, on va alimenter des boucles, des systèmes de distribution d'eau glacée. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus traditionnel. C'est sûrement ce que vous avez au Parlement, c'est-à-dire une boucle à un moment donné d'eau froide qui va alimenter des terminaux pour aller assurer la climatisation. Et donc la seule énergie qu'il faudra pour assurer cette climatisation, c'est l'énergie pour aller pomper l'eau à 1000 mètres de profondeur. La slide suivante. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce système, il va permettre, par son faible apport en énergie, donc je le disais, uniquement les pompes, il va permettre d'alimenter une boucle primaire, on appelle ça. Donc vous avez en bleu foncé sur la droite l'eau qui est cherchée à 900 ou 1000 mètres. On passe dans une pompe évidemment conditionnée pour traiter l'eau de mer, qui passe dans un échangeur en titane et qui va renvoyer l'eau en surface, la partie jaune. Donc en général, elle est renvoyée à une dizaine ou une quinzaine de mètres et qui va donc boucler et qui va nécessiter uniquement la puissance de la pompe pour amener de l'eau au niveau de l'échangeur. Alors, il faut savoir que cette puissance, elle est relativement faible, puisque vous allez dire 1000 mètres de profondeur, ça fait profond, mais en fait, la pompe ne combat en termes de pression que la perte de charge, puisque la différence de pression, c'est uniquement celle qu'on se retrouve en surface. Hein, vous voyez la surface. Donc, elle compense l'aller-retour. En tout cas, il faut retenir que ces pompes-là, ce sont des pompes qui sont des grosses puissances puisqu'on a des gros débits, mais en tout cas, c'est pas comme si vous alliez pomper en haut d'une montagne ou en bas d'une montagne les 1000 mètres en question. Donc il n'y a pas de hauteur potentielle. Non, il n'y a pas de non, c'est pas thermosiphon, il a juste une compensation naturelle de l'équilibre de la hauteur géométrique, et donc on est là juste pour combattre les pertes de charge. Voilà, dans un local technique comme le SWAP, ça va être une pompe de 50 kW l'ordre de grandeur, donc c'est des toutes petites pompes. Alors, le résultat de ça, c'est quoi? C'est que globalement, en termes de puissance électrique, là où tout à l'heure, il nous fallait, pour faire 3 kW, 1 kWh d'énergie électrique, aujourd'hui, avec un système comme ça, on en fait 10 fois plus, parce qu'on a juste la consommation de la pompe et on n'a pas les compresseurs à alimenter. Et donc, on se retrouve avec un système extrêmement passif, en fait, dont le froid a été fabriqué par la mer et n'a pas été fabriqué par un compresseur, tout simplement. Et donc, il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas de gaz qui va contribuer à l'effet de serre en cas de fuite. Et puis derrière, ça va faire un modèle économique évidemment extrêmement favorable. Alors, sur le modèle économique, un ordre de grandeur. Eric citait tout à l'heure l'hôpital qui vient d'être réalisé. L'hôpital, qui est un hôpital de 400-450 lits. La puissance, ça ne vous dira pas grand-chose, mais on est sur 3 échangeurs de 3 mégawatts thermiques. Donc des choses qui peuvent ressembler... encore une fois, à ce Parlement, qui doit en faire un peu plus quand même, parce que c'est beaucoup plus grand que je l'imaginais. Mais en tout cas, sur une installation comme ça, elle va coûter. Alors, elle va coûter cher. Les tuyaux, les échangeurs, la connexion. Elle va coûter à peu près 30-35 millions d'euros. Celle de l'hôpital en Polynésie. Donc, imaginez ici, hein, vous auriez la mer. Et évidemment, ça nécessite, vous l'avez compris tout à l'heure, d'avoir une bathymétrie qui soit donc ça veut dire des tombants assez rapides pour qu'on puisse aller chercher l'eau froide relativement vite en profondeur.
Donc, si vous étiez en configuration ici, ben, vous investissez à peu près 35 millions d'euros dans un système comme ça, et votre temps de retour, donc le temps d'amortissement, il va être d'environ 6 à 7 ans. C'est-à-dire, vous allez économiser à peu près un demi-million d'euros par an d'électricité. C'est l'ordre de grandeur à l'hôpital à Tahiti. Sachant que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'électricité en plus en Polynésie, elle est 2 à 3 fois plus chère que ici. Et donc forcément, la rentabilité financière est plus importante. Et ça, c'est quand on parle de rentabilité financière. Maintenant, le sujet sur ce genre de système, il n'est pas, en tout cas d'une manière générale sur la transition énergétique, il n'est pas uniquement financier. Il y a aussi une approche à avoir sur ce qu'on appelle le temps de retour carbone, puisque l'objectif numéro 1 est évidemment de réduire nos émissions carbone, je le redis encore une fois, pour arriver à l'émission, à la réduction totale en 2050. Et pourquoi ce genre de système y contribue? Puisque quand on fait le bilan, donc gardez en tête ce chiffre de temps de retour financier de 6 ou 7 ans, mais quand on fait le bilan carbone, c'est-à-dire que quand on compte tout ce qu'il a fallu pour réaliser cette installation en termes d'émissions carbone. Alors c'est quoi les émissions carbone pour réaliser une installation comme ça? C'est les émissions carbone qui ont eu lieu lorsqu'on a fabriqué les tuyaux, lorsqu'on a fabriqué les échangeurs, lorsque surtout on a transporté. Je rappelle que la Polynésie, Eric le disait, est au milieu du Pacifique. Donc il faut y arriver. Donc c'est des bateaux, il faut mettre tout ça en œuvre. C'est encore des bateaux. Il faut des camions, il faut des voitures, il faut des ouvriers qui vont consommer et qui vont émettre du carbone. Et quand on fait la somme totale, pour l'exemple de cet hôpital de 35 millions d'euros, la somme totale des émissions carbone, on va arriver à peu près à 8000 tonnes de carbone. 8000 tonnes. Alors vous allez me dire, 8000 tonnes, c'est quoi? Moi, quand je suis venu en avion de Polynésie, j'en ai consommé 5000. Enfin, aller-retour, pardon. Donc 2 tonnes et demie. 2 tonnes et demie, 5 tonnes. Donc mon aller-retour en Polynésie, c'est 5 tonnes. Donc 8000, c'est beaucoup, mais c'est pas énormément non plus, puisque la consommation annuelle de la climatisation de l'hôpital avant qu'on passe sur le SWAC, à travers évidemment le mix énergétique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire avec une part d'énergie renouvelable de 30 à 40% quand même, et bien malgré ça, la consommation électrique sur une année de l'hôpital émettait 15 à 16 000 tonnes de carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comparé aux 8 000 tonnes pour fabriquer l'installation, ça veut dire que le temps de retour carbone est de 6 mois. C'est-à-dire en 6 mois sur un SWAC, en 6 mois, vous avez consommé, vous avez couvert 6 mois de consommation électrique, a couvert 6 mois. 6 mois de consommation électrique équivaut à l'émission totale de la fabrication du SWAC. Donc c'est vraiment un chiffre très très impressionnant. Si vous le comparez à des installations photovoltaïques en Polynésie, c'est là que ça devient encore plus intéressant, c'est-à-dire temps de retour 6 mois pour le SWAC, une installation solaire, donc des modules photovoltaïques que vous connaissez bien en Polynésie, ça sera entre 2 ans et demi et 3 ans. C'est-à-dire là aussi, on est 6 fois mieux sur l'aspect carbone avec un SWAC qu'avec du solaire. C'est quand même important de le savoir, d'autant plus que les modules solaires, souvent, ils viennent de Chine. Donc, il y a en plus un aspect, on va dire, patriote, qui paraît extrêmement important, et en tout cas, c'est la tendance aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà pour le bilan du SWAC. Et donc un système qui peut être... alors il y a plusieurs études en cours dans différents outre-mer français aujourd'hui, Antilles, Guyane. La Réunion, ils ont des projets bien avancés. Alors bien sûr, les équilibres financiers sont toujours dépendants de l'accessibilité aux fonds les plus profonds. Donc vous avez compris qu'il faut aller très bas. Donc le tuyau, il peut être très long. Ça dépend où se trouve le consommateur. Donc tout ça, il y a évidemment des études importantes à faire. Et quand on dit des surcoûts, des études et des surcoûts, ça peut aussi nécessiter, parce que tout à l'heure je parlais sans subvention et sans défiscalisation, sans aide à l'investissement. Donc ça peut évidemment, et c'est là que vous êtes potentiellement sollicité, ça peut demander des efforts de la collectivité. Mais enfin, quand on voit le temps de retour carbone, quand on voit
ce que ça apporte en termes aussi de référence et de développement pour nos entreprises polynésiennes et nationales, eh ben, il y a tout un intérêt à les soutenir, comme toute technologie a pu être soutenue partout dans le monde, et l'est toujours, hein, on voit bien aux États-Unis aujourd'hui, d'une manière beaucoup plus impactante. Voilà, donc ça c'est pour le SWAC. S'il fallait vous convaincre, j'espère que c'est le cas aujourd'hui sur l'intérêt d'une telle solution. Alors il y en a une, on l'a fait, il l'a dit Eric, la dernière vient d'être réalisée à l'hôpital. Il y en a une avant sur Tetiaroa, sur l'atole de Tetiaroa, et il y en a un autre qui vient d'être fait un peu plus de 10 ans après sur l'atoll sur l'île de Bora Bora, à l'intercontinental de Bora Bora. Et voilà, donc 3 installations et dont la plus ancienne fonctionne aujourd'hui depuis plus de 10 ans. La slide suivante. Voilà. Et donc, le SWAC, ça peut nous amener à quoi? Ça peut nous amener à quelque chose qu'on appelle l'énergie thermique des mers, qui s'appelle en anglais OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, et qui est une déclinaison, en tout cas, c'est l'étape suivante après le SWAC. C'est d'utiliser la différence de température. Alors là, on va se retrouver nouveau avec le réfrigérateur dont on parlait tout à l'heure, mais ça va être le réfrigérateur à l'envers, c'est-à-dire on va prendre les condenseurs évaporateurs, on va prendre la partie chaude et la partie froide de la machine frigorifique, et c'est la différence de température qui va faire tourner un moteur, et qui est le moteur qui va faire tourner une turbine et qui va créer de l'électricité. Et donc, on prend un SWAC et on branche derrière une machine thermodynamique qui existe. Hein, c'est des machines qui existent depuis longtemps. Après, elles ont été évidemment améliorées en rendement. Et si vous utilisez cette différence de température, eh ben, vous faites de l'électricité. Alors, là, aujourd'hui, la rentabilité, parce que ça nécessite des très gros tuyaux et des grosses machines, elle est en de nombreuses années. Elle n'est pas du tout dans ce que je viens de vous expliquer, mais en tout cas, c'est une piste. C'est une piste extrêmement intéressante pour aller faire là une forme d'énergie perpétuelle, c'est-à-dire on y met un et on va en retrouver. Parce que là c'est pareil, il y aura les pompes. On va en retrouver 2 ou 3, 4, 5 fois plus en électricité cette fois-ci et non plus en froid. Et là, on peut se retrouver avec des atolls complètement indépendants en énergie qui fonctionnera H24. Donc ça, c'est la déclinaison. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il y a des expérimentations, hein, mais ça ne fonctionne pas à l'échelle industrielle pour l'instant. Et on compte bien, évidemment, pouvoir lancer une opération. Mais là aussi, on aura besoin de beaucoup de soutien financier, en tout cas pour réaliser la première. Slide suivante. Voilà. Donc, en synthèse, une technologie, vous l'avez vu, relativement simple. Elle est aujourd'hui inscrite dans quasiment tous les PPE. Hein, donc vous avez déjà entendu parler des PPE, qui sont les plans prévisionnels de l'énergie, pluriannuels de l'énergie, c'est-à-dire c'est là où le politique inscrit la manière dont il va assurer cette transition énergétique. En tout cas, en France et en Outre-mer, c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, des choses qui sont entièrement réalisables par des entreprises françaises, important de le rappeler. Le modèle économique, il est à partir du moment où les conditions tropicales sont réunies, il est évident, incontestable. Et il occupe évidemment sur la partie terrestre extrêmement peu de place, ce qui est important aussi par rapport aux problématiques de foncier dans nos îles et en Polynésie en particulier. Slide suivante. Voilà. Alors là, je fais juste un petit écart parce que tout le monde entend parler beaucoup d'hydrogène en ce moment. Et c'est pour rappeler que, bon, aujourd'hui, le sujet, alors qui n'est pas directement lié à ce qu'on vient de voir, puisque l'hydrogène, on en parle surtout dans sa conversion aujourd'hui électricité, hydrogène vers l'électricité. C'est-à-dire de se rappeler que l'hydrogène, c'est avant tout, c'est déjà la séparation, vous le savez,
Aujourd'hui, pour que l'hydrogène soit verte, c'est-à-dire qu'elle soit réalisée sans émission de carbone, il faut prendre de l'eau et la séparer en molécules d'hydrogène et d'oxygène. Et derrière, garder l'hydrogène pour le stocker. Et le stockage de cet hydrogène peut se faire évidemment sur des durées très importantes. Et ensuite, à travers une pile à combustible, ou dans certains cas à travers une turbine, ce qui ne changera pas grand-chose au niveau du rendement, peut être reconstitué en électricité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la grande différence apparente entre l'hydrogène, un système de batterie chimique, comme vous les connaissez, c'est le rendement, puisque aujourd'hui, quand vous prenez l'électricité pour la transformer en hydrogène, de l'hydrogène à l'électricité, vous le voyez, le rendement c'est 25%. Quand vous faites la même chose sur une batterie, c'est 70%. Alors vous allez dire pourquoi l'hydrogène? En fait, l'hydrogène permet, et c'est ce qui n'apparaît pas quand on en parle facialement, l'hydrogène permet surtout de stocker de l'énergie sur des durées extrêmement longues. Parce qu'une fois qu'on est stocké en hydrogène, à une certaine pression, hein, alors si elle a besoin d'être bougée, il faut la compresser à 350 ou 900 bars, mais quand elle est en stationnaire, elle peut rester à 30 bars. Mais en tout cas, le gros sujet aujourd'hui de l'hydrogène dans les îles, c'est pouvoir stocker de l'énergie qui n'est pas utilisée au moment, alors d'une manière saisonnière ou d'une manière même journalière, qui n'est pas utilisée au moment où on en a besoin. Et donc, vous n'en entendez pas forcément beaucoup parler pour ces destinations, mais il y a plusieurs expérimentations aujourd'hui sur lesquelles on travaille pour aller créer des prototypes d'hydrogène. Et en réalité, surtout d'hybridation, c'est-à-dire qu'ils mélangeront demain l'hydrogène et les batteries, c'est-à-dire les batteries utilisées pour du temps court et l'hydrogène utilisé pour du temps long. Et encore une fois, ne vous laissez pas impressionner par les questions de rendement, parce que tout dépend de la source de l'énergie. Si vous avez de l'énergie en surplus, c'est-à-dire un surdimensionnement de photovoltaïque ou par exemple des barrages qui débordent, eh bien cette énergie, plutôt que de la voir disparaître, vous la transformez en hydrogène et à ce moment-là, le rendement n'a plus beaucoup d'importance. Mais par contre, vous conservez une capacité d'énergie que vous pourrez utiliser comme vous le voulez. Et je crois qu'on arrive au bout. Voilà, là, quelques photos d'ailleurs du SWAG de Tetiaroa, avec une machine, quand on a, voilà, et puis c'est une idée des travaux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne voit quasiment, on ne voit plus rien d'ailleurs, quand on regarde Tetiaroa par avion. Donc, si vous avez des questions à poser, Mathilde, apparemment, donc tu as une question à poser. Vous nous avez dit que c'était de la technologie qui pouvait être française, donc en effet, vous confirmez qu'il n'y a pas de brevet d'appareils particulièrement étrangers, une sorte de monopole qui soit étranger. Et donc, je voulais m'en assurer. Donc, c'est que de la technologie française qui est faisable, des métiers français, parce qu'il y a des métiers de foreur, j'imagine. Mais après, voilà, j'aurais bien voulu avoir un peu tout ce panel-là. Par ailleurs, vous parlez, et l'autre question, c'était, vous parliez des territoires où ça serait pertinent. En effet, les territoires ultramarins sont intéressants. Mais est-ce que ça pourrait être appliqué sur les littoraux européens, par exemple, notamment qui sont en Méditerranée, où on voit des températures, le mercure s'affoler de plus en plus, notamment l'été, où le besoin en froid est aussi important. Est-ce que ça serait pertinent ou est-ce que justement les fonds marins en Méditerranée sont inadaptés à ce genre de technique? Alors sur l'origine des équipements, en fait tous les équipements sont des races sur étagère, c'est-à-dire vous allez en trouver des Français, des Européens ou des Américains, des échangeurs, des pompes, des tuyaux. Donc on est vraiment sur du standard. Le savoir-faire, vous l'avez bien noté, c'est sur les entreprises qui sont capables de le faire. Là en l'occurrence, ce dont on vient de parler sont faits que par des entreprises françaises. Alors ça a l'air du groupe Vinci en plus, mais en tout cas que par des entreprises françaises. Donc il n'y a pas de brevet sur le concept global. Il y a des brevets après, chacun a un brevet pour son échangeur, mais il n'y a pas de brevet sur le concept global, ce qui est important effectivement à souligner. Donc là-dessus, on est très très, enfin on va dire en tout cas, c'est notre performance qui nous protège. Donc il n'y a pas d'autres systèmes de protection. Sur les littoraux en général, oui, sauf que je parlais des besoins en climatisation, c'est-à-dire quand on va chercher de l'eau froide, c'est pour faire de la climatisation. Alors il y a par exemple, sur le lac de Genève, ils ont fait un système similaire, sauf que l'eau n'étant pas
suffisamment froide en été, ils sont obligés de mettre de rajouter dans le système des pompes à chaleur. Mais même si on vient rajouter des systèmes thermodynamiques, le fait que la température de l'eau soit déjà refroidie, ça augmente dans tous les cas le rendement. Donc dans tous les cas, il y a une forme d'utilisation possible, peut-être pas dans les rendements aussi exceptionnels que quand on l'utilise directement comme je l'ai montré là, mais en tout cas c'est possible. Et puis pareil sur tous les autres littoraux. Après c'est encore une fois vraiment un sujet de climatisation avant tout et non pas de chauffage, quoi. Et Eric, merci monsieur pour ce brillant exposé. J'aurais une question. Vu les technologies sur lesquelles ont œuvré ces entreprises françaises, technologies incroyables qui permettent de mettre au point des procédés innovants et puis écologiquement bien plus intéressants, est-ce un projet ou planche-t-elle déjà sur l'accès à l'eau potable via par exemple du dessalement d'eau de mer? Est-ce des projets envisagés par ces entreprises-là ou pas? Oui, le sujet de l'eau potable, effectivement, il est d'actualité. Alors, il faut savoir que l'eau en profondeur, elle est un petit peu moins salée déjà. Donc, et aujourd'hui, quand on transforme de l'eau de mer en eau douce, et effectivement, la quantité de sel fait aussi la quantité d'énergie utilisée. Donc, il y a eu, si, c'est pris en compte, mais le coût ne peut être, ça ne peut être utilisé que en parallèle d'un système tel que je l'ai décrit. C'est-à-dire, il ne peut pas être rentable à part entière. C'est-à-dire, si on vient cumuler la climatisation d'un côté et une récupération de l'eau pour un traitement, c'est une piste qui a déjà été envisagée, et en particulier sur Bora Bora. Ouais. On sait accueillir, pardon, excusez-moi, comment on sait accueillir nos invités en Polynésie française. Je vous garantis qu'on vous réveille rapidement avec nos danses et nos chants. Oui, Mathilde. Compte tenu de l'enjeu et a priori de l'aspect très positif de cette technologie et très prometteuse, est-ce que vos entreprises sont directement soutenues par les institutions, l'administration? Enfin, moi, je comprendrais assez bien que le ministère de l'Environnement, finalement, s'empare de ces sujets-là. Est-ce que ce genre d'entreprises ont des soutiens, même budget financier, hein. Je ne serais pas étonnée que je trouverais ça normal que la BPI injecte de l'argent sur ce genre de projet, surtout quand il s'agit d'équiper en refroidisseur des hôpitaux. Voilà, je voulais connaître un peu savoir votre niveau d'isolement ou au contraire de soutien de la part de la force publique. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question puisque aujourd'hui, vous avez dû en entendre parler, enfin au niveau national, française, j'entends, il y a des grands débats sur les dispositifs de soutien à l'investissement, ce qu'on appelait défiscalisation à l'époque. Et ceux-là, ils veulent aujourd'hui, comme ils le disent, les verdir. Hein. Vous savez parfaitement qu'il y a le projet de loi sur la transition énergétique en métropole et nous, le MEDEF et d'autres, on se bat pour que ces dispositifs soient soutenus. Et en particulier, alors alors ils le sont à travers ce qu'on appelle la défiscalisation, mais le combat que moi je menais, puisque j'ai rencontré au mois de novembre dernier Agnès Pannier-Runacher, et je lui ai fait justement l'explication sur le temps de retour carbone. Et l'objectif, c'était justement de dire, à partir du moment où c'est ça l'objectif, la réduction carbone, il paraîtrait normal qu'un dispositif de ce type-là soit mieux soutenu qu'un champ photovoltaïque. Je donnais l'exemple tout à l'heure du temps de retour. Et donc, d'abord, c'était pas certain qu'ils étaient conscients de ça, parce que c'est pas une notion qui est forcément évidente. D'abord, il faut l'avoir calculé avant. Et je pense qu'on a été écouté. Mais aujourd'hui, soutenu, oui. Et ça serait d'autant plus normal que le soutien ne se fasse pas uniquement en fonction du temps de retour financier, économique, mais aussi en fonction, effectivement, du temps de retour carbone. Donc oui, mais est-ce que ça va vraiment se transformer concrètement dans les nouvelles dispositions qui sont aujourd'hui en discussion et au niveau de l'État français? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le combat que je mène.
Merci. Merci beaucoup, Eric, d'avoir organisé cette conférence absolument passionnante. Je suis arrivée malheureusement un petit peu en retard, donc si ma question fait doublon avec ce que vous avez dit avant mon arrivée, vous coupez court à tout ça et vous me l'expliquerez après entre quatre yeux. Je voulais connaître un peu, savoir un petit peu quelle était votre analyse sur le prix final du prix du kilowattheure à laquelle serait vendue l'énergie en question pour apprécier la compétitivité, le besoin de l'aide publique en matière d'investissement. Quel est le modèle en fait économique envisageable sur la revente de la prestation? Encore une bonne question. C'est un grand débat d'ailleurs. C'est un grand débat parce que quand on mélange, enfin pas quand on mélange, mais quand on a des projets publics et des projets privés, évidemment, le sujet n'est pas le même. Un hôpital, par exemple, qui lui a un budget, et qui se retrouve à faire une très grosse économie sur son budget et qu'on lui dit mais il va falloir que à fin de compte ton économie on va l'utiliser pour rembourser l'investissement et sans fin d'ailleurs parce qu'il n'y a pas chez eux de notion de temps de retour puisqu'après ils vont remettre ça en amortissement, etc. Donc oui, le sujet aujourd'hui justement l'idée c'est tel que bon, alors ça c'est sur l'aspect public. L'aspect public, c'est, j'allais dire malheureusement, neutre pour eux. Le public, il ne le ressent pas. C'est-à-dire l'exploitant hôpital de cet exemple-là, il ne ressent pas la différence. Et pour lui, c'est comme ce qu'il payait avant. Il a modifié son budget, ce qui est d'ailleurs un peu dommage. Le privé, lui, par contre, il va faire ses calculs. C'est-à-dire, il va vouloir que son coût d'exploitation global il soit revu en conséquence. Et c'est ce qu'il fait. Et ça fonctionne. Là où on a un peu où dans notre malchance, on a de la chance en Polynésie, c'est qu'on a une électricité de par la distance et de par le système, qu'on appelle les ZNI, c'est-à-dire les zones non interconnectées. On a une électricité chère, je disais tout à l'heure, qui fait à peu près 3 fois plus cher qu'en métropole, et c'est normal. Et donc les temps de retour économiques, ils sont d'autant plus avantageux. Mais encore une fois, si aujourd'hui on arrive à la fois parce que une énergie SCR, arriver à faire des systèmes qui nous coûtent moins cher et en même temps d'avoir une contribution de l'hexagone, on dit l'hexagone je crois maintenant, une contribution de la France hexagonale à ces systèmes parce qu'on contribue mieux et plus vite à la réduction de carbone, ça paraît très normal. Donc le modèle économique, pour répondre à la question plus globalement, mais le modèle économique c'est, il faut que ça coûte moins cher à l'exploitation, mais il faut aussi que ça coûte moins cher à l'exploitation, c'est normal, mais aussi parce qu'on contribue aux objectifs de la France hexagonale d'une manière plus, on va dire, proportionnellement plus importante que ce qui est fait ailleurs. Et donc, ça a été une discussion avec Agnès Pannier-Runacher, c'est de la convaincre que tout ce qui était fait dans nos outre-mer a plus d'efficacité. Le même euro, on est franc CP, en Polynésie, mais le même euro investi en Polynésie pour la décarbonation sur un système comme ça, il rapporte beaucoup plus de décarbonation qu'en métropole. Donc il faut à la fois toujours, effectivement, combiner le coût qui doit rester pour une exploitation privée inférieur à ce qu'il est aujourd'hui, et puis surtout la contribution nationale sur la réduction de carbone qui, encore une fois, va plus vite pour le même euro investi. Dernièrement, j'ai entendu parler, excuse-moi, je te prends la parole, de la marine à voile. Et on m'a posé la question parce qu'on m'a dit, oui, les écologistes, ils veulent mettre sur des tankers des grosses voiles et faire fonctionner leurs bateaux comme cela. En fait, c'est un système que le commandant Cousteau a créé. Ce sont de grandes cheminées qui prennent le vent et qui font tourner les turbines et permettent à ces bateaux de fonctionner, et à la marine marchande donc de fonctionner. Donc là aussi, c'est une piste qu'il ne faudra pas négliger, qu'il ne faudra pas laisser aux écologistes, car souvent ils nous parlent de cette marine à voile. Cette marine à voile existe. Et elle a déjà été apparemment le précurseur était donc le commandant Cousteau. Donc je vous en parlais parce que vous risquez d'en entendre parler dans les mois qui viennent et il serait intéressant de. Il y a 4 projets actuellement financés par le Parlement européen sur 4 îles différentes, 3 en Europe et 1 à Bora Bora, sur l'hydrogène, sur la marine à voile, sur le groupe de Gage par exemple
à Tahiti, nous travaillons sur ce projet, propose un bateau qui permettrait de faire les îles, donc les voyages inter-îles avec ce type de fonctionnement. Donc je crois qu'il ne faut pas se moquer de cette technologie parce qu'elle existe et que dans le temps, elle peut être aussi avec le SWAC, l'ETM, l'hydrogène, elle peut être aussi utilisée particulièrement dans la marine, puisqu'on reproche beaucoup aux tankers, un tanker aujourd'hui qui part d'Australie et qui va jusqu'en Europe, c'est à peu près la valeur de 700 à 1 million de voitures qui polluent la planète. À tenir en compte parce que ce sujet, il a été abordé à plusieurs reprises. Voilà. Dû parler pour les cargos à voile, mais est-ce que concernant des aussi gros bateaux, ce serait réalisable? Apparemment, oui. C'est une technologie. Bon, je vais m'y pencher. On va y travailler. Peut-être pas avec Frédéric, mais avec François Couder, qui est un gars qui travaille pour moi en Polynésie, qui va venir d'ailleurs en parler à Bruxelles le 25 ou le 26 de ce mois-ci. Et nous travaillons sur ce sujet parce qu'il est d'ailleurs, je vous fournirai, si vous voulez, quelques informations technologiques, techniques sur cette marine à voile, parce que c'est un sujet qui va rapidement venir sur... Je vais laisser donc nos deux députés qui vont aujourd'hui nous dire 2 mots sur leur venue en Polynésie et sur ce qu'ils ont à nous dire. Donc, il y a Ivan David, qui est donc un député tchèque, et Jack Madison, qui est un député estonien. Oui, Bourreit a déjà parlé, donc il a déjà communiqué en tout début. Oui. Ah oui. Et il me remet en question en plus, il me remet en cause. Et donc voilà. Est-ce que Yvan commence ou Yak? C'est à vous de voir. Já bych chtěl především poděkovat za příležitost seznámit se. Já se omlouvám, využívám možnosti mluvit česky, buď tady máme tlumočníky. Já bych chtěl poděkovat za možnost seznámit se s technologiemi, i když já sám mám pochybnosti o tom, nakolik kysličník uhličitý se podílí na oteplování a nakolik máme možnost jako lidstvo vlastními silami dosáhnout změn prostřednictvím omezení produkce kysličníku uhličitého, tak je třeba vítat všechny nové technologie, které umožňují efektivním způsobem získat energii, všechny možné energetické zdroje. My těžko například v České republice uplatníme ten systém, o kterém jste tady hovořili, nicméně je to velmi inspirativní a povzbudivé, protože podíváme-li se na to, kde byla například tepelná čerpadla před 50 lety, kdy byla vnímána spíše jako teoretická možnost využití pro vytápění, zatímco dnes jsou již v široké praxi. Já sám jsem si pořídil 2, tak je potřeba říct, že optimalizace technická může přinést jaksi obrovské možnosti. Já samozřejmě z Polynésie zkušenosti nemám žádné, neboť jsem tam nebyl, ale vítám příležitost se tam podívat a budu jistě se snažit v maximální míře zprostředkovávat informace o tom, co jsem tam viděl, a což tedy povzbudí snahu o uplatnění nových technologií obecně. Děkuji.
So anyway, thanks a lot. I'm sorry I was a bit late because I had a great debate for the Estonian media with one socialist MEP about migration and current elections in Slovakia. So sorry for that. Anyway, about the French Polynesia, I have to say honestly, I'm not an expert about the technology of the energy production. So that's why I was curious to listen what our main speaker was telling us, and I got a lot of information about it I didn't know actually before. About energy policy in the EU, I think it's more important for us, and especially for our French delegation, to inform the alternatives what we have even without European Commission. Because as most of you know, that we as a normal people doesn't believe about the communism, that you can force to change energy policy from one side to the other side just with the taxes or cancelling our current energy policies. We just need alternatives that are affordable in the markets. We can pay the price and we can use it for the long term after the fossil fuels. So we don't need to see enemy in the fossil fuels, but we just need alternatives for the future. And especially it's a very good example from French Polynesia, what we have and what they're doing there, what we can use also like globally in other countries and also in Europe. Well, why am I here? Because our great French colleagues asked me also to get part of this conference today here. And I think the main reason was that I think the first time in this term in the European Parliament, we are organizing officially the mission of the ID to French Polynesia. So we have exactly like the 4 MEPs will be there with our great German colleague and Czech colleague, and the host will be Mr. Minardi, who's originally from French Polynesia, and then I am there. So that's the real reason, actually, I think, why I'm here. So just to get overview about one part of the EU. I know it's very far, it's about 25 hours by flight to go there, but nevertheless, it is part of the European country and it's part of France. So that's why I think we should be like all more like informed how they are doing there. And just one question is about energy policy, but of course there's a question about trading, about the geopolitics. I'm personally more interested about the geopolitics, how they're dealing with the US and with China and with France and the European Union. So that's why it could be like interesting next 4 or 5 days in the end of October to visit the French Polynesia and also to get more know about the energy policy, what they are really offering to the Europe and whole world. So thank you so much. Merci Yvan, merci Jack.